dû être une conférence, une intervention sur le stress. Le stress que vous allez vivre durant ma présentation, je pense. Mon stress à moi pour préparer cette intervention. Et le stress aussi de tous ceux qui travaillent dans le numérique et qui ont peur, par exemple, que chaque fois qu'ils saisissent une donnée dans une base, eh bien, il y ait un bug qui se produise et que leur site soit planté. De la même manière, de l'autre côté, on a aussi le stress du développeur qui a peur qu'on rejette sur lui, justement, la responsabilité du bug. Alors, j'ai choisi un sujet assez ardu, mais je pense que ça fait un petit moment maintenant que vous êtes dans le tourisme numérique. C'est la deuxième année qu'on est ici tous ensemble. Vous avez participé aux ateliers qui sont très efficaces, donc vous avez appris plein de choses. Et je pense qu'on est arrivé au bon moment pour aborder un sujet très sympa, mais un peu technique, voilà, un peu risqué. Mon intervention s'appelle « MySQL et NoSQL sont dans un bateau ». Le titre laisse penser que ça va être une histoire. En fait, non. Je vais vous faire un exposé. Je suis désolé, mais je vais essayer de l'animer pour que ça soit à peu près sympathique. Voilà. MySQL, qu'est-ce que ça veut dire MySQL? SQL, Structured Query Language. J'ai répété pour avoir un genre d'accent anglais. My, ça ne veut rien dire. C'est le prénom de celui qui a inventé ce langage. Alors pourquoi est-ce qu'il a donné le prénom de sa fille au langage qu'il a inventé? Ben, j'en sais rien. Mais je vous propose d'y réfléchir pendant que je poursuis. MySQL, c'est un SGBDR, voilà, un système de gestion de base de données relationnelles. Ne retenez pas forcément le mot, retenez par contre que tous ici dans la salle, vous utilisez forcément, dans votre vie de tous les jours, un SGBDR. Ça sert à quoi, un SGBDR? Ça sert à organiser, à valoriser les données que vous saisissez, dont vous disposez sur toute votre offre touristique. La particularité de MySQL, ce SGBDR, après j'arrête d'utiliser ce mot, c'est qu'il est organisé d'une manière particulière. On a une base de données, et dans cette base de données, on a des tables, comme les tables qui sont dans cette salle. Imaginez que chacune des tables porte une petite étiquette. On a la table hôtel, on a la table tarif, on a la table restaurant, on a la table location de vacances, etc., etc. Et dans chacune de ces tables, on va trouver des champs. Ces champs que vous connaissez pour certains lorsque vous saisissez vos informations, plus exactement vos données touristiques, par exemple dans vos SIT. S'il y a des mots que vous ne comprenez pas, des acronymes que vous n'avez jamais entendus, on en parlera après, d'accord? Je n'ai que 15 minutes. Le format. Chaque champ a un format. Le format, c'est très important parce que quand on est dans MySQL, ce format, il est très strict. Il est fixé par quelqu'un qu'on appelle l'architecte de la base de données. C'est lui qui va vous permettre, par exemple, de rentrer une date selon le format JJMMAA. Dans les champs texte, vous avez le droit d'utiliser jusqu'à 255 caractères, etc., etc. Donc, vous avez une rigueur à avoir qui est fixée par cet architecte. Alors évidemment, ça se complique dès le début. On anticipe déjà les problèmes. Par exemple, dans le champ texte, est-ce que le « e » dans « la », cher à notre langue, correspond à un caractère ou à deux caractères? Je ne sais pas. Ça dépend du choix qui est fait par l'architecte. Ce qui est certain, en revanche, c'est que si vous tapez un « e » dans « la » dans votre texte et que ce texte, de ce fait, dépasse pour la machine les 255 caractères, vous allez obtenir, à peu près à coup sûr, un bug, donc un plantage. On peut faire planter un site web avec un « e » dans « la ». On peut aussi faire planter un site en mettant un point à la place d'une virgule, par exemple, lorsqu'on saisit des coordonnées géographiques. J'aurai l'occasion peut-être d'y revenir. Autrement dit, pour faire simple, mal saisi, bien planté. J'essaye d'utiliser des moyens mémotechniques parce que, vous avez compris, c'est quand même assez ardu, donc on y va doucement. C'est un vrai métier de saisir, un métier qui s'appelle opérateur de saisie. Alors, pour certains d'entre vous, vous êtes déjà conseiller en séjour. Eh bien, je vous apprends que vous êtes aussi opérateur de saisie. Bravo, 2 casquettes, formidable. C'est un métier très compliqué, justement, parce qu'il faut veiller en permanence à respecter des formats de saisie. Alors pourquoi le MySQL, c'est un petit peu rigide aujourd'hui? Pourquoi? Surtout, il va falloir peut-être envisager de faire un choix progressivement, pas de panique, no stress, entre MySQL et NoSQL.
Une des difficultés liées à MySQL, c'est qu'à cause de ses formats, à cause de ses champs, à cause de ses tables, on a quelque chose qui est assez rigide. C'est normal, c'est prévu pour ça. C'est fait pour qu'on ait une intégrité des données, pour pas qu'il y ait des gens qui saisissent les dates d'une certaine manière, des gens qui saisissent les coordonnées GPS d'une autre manière et que ça soit le foutoir. D'accord ? Bon. Le problème, c'est que lorsque quelqu'un décide qu'il faut ajouter une donnée qui n'était pas prévue au départ, laquelle, je ne sais pas, des avis d'utilisateurs, par exemple, ou bien une information qui concerne les horaires lorsqu'on veut faire un site de séjour. Cette donnée n'ayant pas été prévue par l'architecte de la base, il faut l'intégrer. Donc, il faut ajouter quelque chose. Donc, il faut refaire la structure de la base. Chaque fois que vous avez un nouveau besoin, que vous voulez apporter un nouveau service, il faut aller s'adresser au grand architecte de la base pour qu'il procède à une modification. Un petit peu lourd. Architecte de base de données, c'est un vrai métier. Le stress de l'architecte de base de données, c'est de réussir à imaginer tout un ensemble de cas de figure pour que la base soit capable de répondre à vos besoins et, in fine, aux besoins des internautes, de vos clients. Son autre souci à l'architecte de la base de données, c'est qu'elle tienne le coup, qu'elle soit stable, justement, qu'elle évite de planter. Donc, c'est quelqu'un qui a tendance à être un tout petit peu rigoureux. À partir de là, on arrive au stade de la requête. J'ai parlé de service, j'ai parlé d'information, j'ai parlé d'internaute. Il y a forcément quelqu'un, à un moment donné, qui va interroger la base, qui va attendre que la base lui délivre une information qui est composée d'une agrégation de données. Alors cette requête, elle va se faire à deux niveaux. Dans un premier temps, le développeur va interroger en fonction de ce que vous voulez obtenir. Par exemple, la liste des hôtels dont les prix sont compris entre 100 et 200 euros. Et cette requête va être adressée à la base de données. Et le but du développeur, c'est d'obtenir ce résultat pour ensuite l'amener sur le site Internet et répondre à ce moment-là à la requête de l'internaute. Donc on a un enchaînement comme ça de jeux de questions-réponses. De là, la base a deux solutions. Soit elle décide de se dupliquer et elle vous dit « Oh, je ne veux pas me casser la tête, moi, avec toutes vos demandes, je ne sais pas trop les anticiper, je vous livre le paquet, d'accord ? Je vous donne tout, toutes mes données, mon architecture, mes formats, et puis vous, développeurs, vous vous débrouillez avec ça, vous faites votre petit micmac. Vous faites ce qu'on appelle, dans notre jargon, des jointures, vous essayez de trier, de filtrer, bref, vous interprétez ce que je vous livre en bloc. On peut l'appeler, dans certains cas, une base tampon, 100% vrai de vrai, authentique. Et puis, il y a un autre moyen, parce que dans ce cas de figure que je viens d'évoquer, l'intelligence, quelque part, elle est du côté du développeur. C'est lui qui va essayer de mettre les données en relation pour répondre aux questions que se posent les internautes et qui va s'adapter à ce que vous voulez voir figurer sur vos sites Internet. Il y a une autre méthode. C'est la méthode où l'intelligence est du côté de la base. Donc, du côté de l'architecte de la base de données, du côté des développeurs de cette base-là, de votre côté à vous, on va essayer d'anticiper les questions et de se dire, après tout, dans le tourisme, les gens, ils veulent toujours la même chose. Donc, on va préparer des petits paquets, on va préparer des éléments comme ça, tout prêt, tout cuit, et puis on va l'envoyer aux développeurs. Alors, ça a tendance à s'appeler un web service. C'est sympa parce que ça évite aux développeurs de faire un trop gros boulot, ça le déstresse un petit peu. C'est une bonne idée. Au final, les opérations sont un peu toujours les mêmes. Il faut d'abord lire ce qu'il y a dans la base, interpréter ce qu'elle contient, trier ces résultats et ensuite les filtrer de manière à ce qu'on mette en place des moteurs de recherche multicritères. Et dans notre secteur, on adore les moteurs de recherche multicritères. J'avais l'autre jour un cas de figure assez exceptionnel, tout à fait remarquable. Je ne vous l'ai pas mis en écran parce que ça n'aurait pas été sympa, mais on avait un moteur de recherche multicritères avec 15 critères. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il n'y avait que 15 offres en face. Mais ça marche, je veux dire, on maîtrise ça. Interpréter les données, les mettre en relation, faire les jointures, s'assurer que ce qu'on a sur le site correspond bien à ce qu'on a saisi, c'est un vrai métier. C'est le métier de développeur. Pour l'instant, vous voyez, vous êtes trois. L'architecte, l'opérateur de saisie, le développeur. Il faut que vous travailliez tous ensemble. Alors MySQL, je l'ai dit, ça fonctionne aujourd'hui, vos sites, pour la plupart ici, vous irez vérifier plus tard quand vous serez rentré chez vous, mais utilise ce système-là. Et globalement,
le résultat est plutôt satisfaisant. Globalement, on arrive à répondre aux questions que se posent les internautes. On arrive à leur amener des informations qui sont utiles à la préparation de leur voyage. Mais tout ça, c'est un peu rigide, c'est fait exprès. Mais on a du mal à s'adapter aux nouveaux besoins. Chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau qui apparaît dans le paysage, je veux dire nouveau en termes de service. Ah tiens, j'ai des greeters. Ça serait pas mal d'intégrer les commentaires que font ces greeters. Ah tiens, j'ai un développement fulgurant de la vidéo. C'est pas mal de parler de sa destination avec de la vidéo. Donc j'ai beaucoup de contenus tout d'un coup qui vont débarquer. Ah tiens, j'ai ces fameux sites de séjour qui se mettent en place et tout à coup, je veux proposer aux internautes de voir uniquement les services qui seront ouverts le jour où ils décideront de venir. Du coup, derrière, j'ai besoin d'une mécanique un tout petit peu particulière. Et là, on atteint les limites. Une des limites de ce système, c'est qu'il a un peu de mal à s'adapter. Parce qu'à chaque fois qu'il faut s'adapter, vous l'avez compris, il faut remettre en question l'architecture complète, la structure complète de la base. Un autre monde est possible. Ça s'appelle le NoSQL. Alors, ne voyez pas dans NoSQL quelque chose qui s'oppose à MySQL. Je vous l'ai dit, le My de SQL, ça ne veut rien dire, c'est le prénom d'une petite fille. NoSQL, ça ne veut pas dire non. On est dans l'informatique, d'accord? On n'est pas obligé d'être clair. Donc no, ça veut dire not only. Not only SQL. On est complémentaires, on est cousins, on est copains, on fait des choses ensemble, on est dans le même bateau. NoSQL, ça ne fonctionne pas de la même manière que MySQL. Il n'y a pas tout un tas de tables avec des étiquettes. Dans certains cas absolus, par exemple chez des opérateurs assez gros comme Google, on peut trouver une seule table. Ça s'appelle la Big Table. Et la Big Table, globalement, je vais la faire hyper courte et caricaturale, il n'y a que 2 colonnes. Il y a des clés et des valeurs. Les clés, c'est quoi? C'est un annuaire, en fait. Vous avez des noms et en face, par exemple, des numéros de téléphone. Ça peut fonctionner d'une manière aussi simple que ça. Et dans ces différentes méthodes, on va trouver donc ces tables en colonnes. On peut aussi trouver des systèmes de base en documents dans lesquels on va trouver des collections. Et le contenu, j'ai un peu forcé sur le trait, un peu exagéré, pardon pour les développeurs dans la salle, le contenu, on va dire qu'il est un petit peu, en tout cas un petit peu plus libre que dans le MySQL. Une base NoSQL, quand elle voit arriver une saisie qu'elle ne connaissait pas avant, une coordonnée géographique avec des points-virgules, un texte qui fait 4000 caractères, des images qui font 250 mégaoctets, elle se dit, tiens, c'est curieux, ça ressemble à quelque chose que je ne connais pas, je ne vais pas le rejeter, je ne vais pas faire planter, je vais le récupérer quand même, et puis on va faire une nouvelle entrée, un genre de case OVNI, et puis on verra plus tard ce qu'on en fait. Pour peu qu'à la place d'OVNI, vous mettiez le nom de quelque chose dans votre offre, qui est nouveau, pourquoi pas, cabane dans les arbres. Bon, à la base, elle a réussi à intégrer toute seule cette nouveauté. Il y a un côté beaucoup plus souple, avec évidemment un inconvénient. Quand ce qu'on gagne en souplesse, on va le perdre un petit peu en intégrité. Quand on passe en NoSQL, qui est une approche assez jeune, on accepte l'idée que parfois la base va contenir des erreurs. Alors est-ce qu'il vaut mieux ne pas avoir d'erreurs, mais quand on a une erreur, ça fait planter le site, ou des erreurs assumées, mais qui ne font pas planter? Je vous laisse à nouveau réfléchir à cette question. Vers quoi on va? Parce que ce qui est intéressant, c'est vers quoi on va. Le NoSQL, vous avez compris, c'est quelque chose de beaucoup plus simple. L'architecture, elle est beaucoup plus évidente à saisir. Le système est capable de s'auto-adapter à l'évolution des besoins et la requête va être modifiée, on va y venir. On peut imaginer que la saisie, progressivement, se libère, qu'on essaie de se libérer de ce stress des cases où il faut absolument qu'on mette la date en JJ, MM, AA. Pourquoi on ne mettrait pas la date en mettant 18 mars 2014? On peut avoir le droit. Et pourquoi le système ne serait pas capable de comprendre que 18 mars 2014, c'est pareil que 18-03-14? OK? Bon, on peut le faire. Structure souple, on évite d'avoir ces champs formatés et ce n'est pas grave, ça continue de fonctionner. En synthèse, à ce stade, on a quoi? Le NoSQL, c'est un système qui est orienté vers la réponse. C'est-à-dire qu'on ne va pas essayer d'imaginer toutes les questions que les gens peuvent poser. On va dire, une personne formule quelque chose, quelque part, il y a des mots, on va essayer de trouver ce qui correspond le mieux à ces mots. Pour faire simple, c'est le schéma de Google, si vous voulez. On tape n'importe quoi dans Google,
on voit ce qu'on obtient. Si on obtient n'importe quoi, on retape n'importe quoi d'autre jusqu'à ce qu'on trouve la bonne réponse. Ça marche plutôt pas mal, ça correspond bien à notre mode de fonctionnement humain. Le MySQL, lui, c'est un système qui est orienté question, c'est-à-dire qu'on va essayer d'imaginer tous les cas de figure qui peuvent se poser. C'est le système dans lequel on est aujourd'hui. Le problème, c'est quoi? Vous l'avez compris, c'est qu'on n'est pas capable d'anticiper toutes les questions. Il y a forcément, à un moment, de votre fait ou du fait de l'internaute, quelque chose de nouveau qui va surgir, un cas de figure qu'on n'avait pas prévu. Et si le cas de figure n'est pas prévu, eh ben on dit « pas de résultat ». Et c'est peut-être moins sympa que d'essayer quand même de faire l'effort de proposer quelque chose, même si ce n'est pas ultra pertinent. Alors, il y a d'autres trucs qui sont liés au NoSQL, qui sont très particuliers à ce système. Je ne vais pas avoir le temps d'en parler, mais je les évoque parce que c'est poétique. Indexation géographique, en vrai, je n'ai pas très bien compris comment ça marchait. Mais voilà, il faut l'évoquer. La requête full text, ça j'ai compris, c'est-à-dire la possibilité d'interroger une très grande base de données juste en tapant des mots, un peu comme Google. Ça serait sympa quand même si vos bases de données, on pouvait les attaquer comme ça, juste avec un petit mot. Prix moins cher, hôtel, bim. Allez, ou juste les 3 premières lettres d'un hôtel dont on a oublié un petit peu le nom. Ça serait sympa. Un autre élément qui est très important et qui vous concerne directement, c'est la différence dans le stockage des médias. Quand on est dans du NoSQL, contrairement au MySQL, les médias sont stockés directement dans la base. Et oui, aujourd'hui, vos médias, ils ne sont pas stockés. Il y a juste des liens, des URL qui renvoient vers les médias qui sont ailleurs. Qu'est-ce qui se passe? On perd un petit peu de temps à les récupérer lorsqu'ils sont demandés. Et on perd beaucoup de temps à les récupérer lorsque ces médias sont nombreux et assez lourds. Dans le NoSQL, le média, il est transformé dans un format binaire. Il est dans la base. On va beaucoup plus vite pour le récupérer. D'accord? C'est un gros avantage quand on est dans le tourisme et que tout passe en grande partie par l'image. Alors, le fan club NoSQL, il y a qui dedans? Il y a quand même du monde et du beau monde. Il y a du Google, il y a du Facebook, il y a du LinkedIn, il y a du TripAdvisor, il y a du Twitter, blablabla. Pourquoi? Parce que ces gens-là ont besoin de bases très souples, capables de faire ce qu'on appelle, dans un mauvais français, un mauvais anglais, un mauvais tout ce que vous voulez, de la scalabilité, la capacité de faire grossir la base à toute vitesse sans que ça devienne compliqué à gérer, avec une base qui peut gérer justement cette augmentation exponentielle des données. Mais ce qui vaut pour ces gros acteurs vaut aussi pour vous. Vous avez besoin de cette souplesse. Il y a un petit dernier avec 3 points qui s'appelle OpenWAPI. C'est quoi OpenWAPI? C'est une opération qu'on a menée pour la Wallonie-Picarde. La Wallonie-Picarde, donc, c'est en Belgique. Ils sont amis avec tout un tas de territoires à côté. Ils ont un système d'information touristique basé sur du MySQL, un système que vous connaissez très bien. Mais ils n'étaient pas satisfaits justement de la rigidité de ce système-là, qui ne leur permettait pas de travailler facilement avec les territoires voisins. Et ce qu'on a fait pour eux, c'est qu'on a monté un agrégateur. On a repris les éléments qui étaient dans cette base MySQL pour les transférer dans une base NoSQL. Pour faire quoi derrière? Eh bien, tout simplement, pour essayer d'amener de la facilité aux développeurs, de rendre leur travail plus aisé, d'essayer de limiter l'intervention qu'ils font pour jointer les données, pour interpréter toutes ces informations. Et on utilise pour ça des clés d'API, Application Programming Interfaces. Ça veut dire quoi? Rien du tout, juste qu'on a mâché le travail et qu'on leur permet d'accéder beaucoup plus facilement au contenu dans la base. C'est intéressant parce que ça permet à un plus grand nombre de développeurs, quelle que soit leur connaissance de vos systèmes, de travailler avec vos données. C'est une porte ouverte, bien entendu, tarte à la crème, vers l'open data. D'accord? Donc, au final, nous avons, avec ce système, réussi à gérer 3 choses. Le fait qu'il y ait beaucoup de données pour une information. C'est une particularité de votre secteur. On demande un événement dans le calendrier et vous avez mis énormément de choses. Un tri en fonction de la commune, en fonction de l'occurrence de l'événement, en fonction du fait qu'il s'agisse d'un événement récurrent ou d'un événement très occasionnel, etc., etc. On a quand même cette capacité dans le tourisme, et ça correspond au service que l'on rend aux internautes, à faire énormément, à mettre beaucoup de données pour une information. C'est également adapté à des changements très fréquents dans la base. On est sur une activité vivante. Chaque jour, ça change. Et c'est également adapté à la masse de médias que vous pouvez travailler. J'ai presque fini, je suis en retard. Voilà, merci. Non, mais je le savais. Désolé. Vers quoi on va? À partir de 2015 et pour les années suivantes,
Les sujets qu'on travaille visent justement à déstresser tout le monde, à se faciliter la vie, à rendre les systèmes numériques plus intelligents, en permettant par exemple, c'est encore un peu un rêve, un petit peu une utopie, mais elle n'est pas très lointaine, la saisie libre. Vous constituez une base juste en tapant des mots, pourquoi pas, dans un Google Doc. Et voilà, et on en fait des choses. Permettre aussi de lier des bases entre elles. Vous avez quelqu'un qui est un spécialiste du patrimoine, il saisit ce qu'il veut dans Google Doc. Vous, vous êtes un spécialiste de la qualification de l'offre, vous saisissez ce que vous voulez dans le Google Doc, etc. Et on réussit à relier les bases entre elles, justement, pour aller chercher l'info partout où elle peut se trouver. On peut imaginer aussi, rêve peut-être de développeurs, des API automatiques. Le système est capable, par lui-même, de préparer des éléments de requêtage aux développeurs. Ça permet de faire quoi? Ça permet de simplifier et d'amener des applications mobiles ou des sites qui vont rendre des services aux internautes. Et enfin, de manière peut-être ultime, c'est la capacité d'ouvrir ces données au reste du monde de manière simple. Ce qui est bloquant dans l'open data, c'est quand ça devient trop compliqué à valoriser. Pour finir, je vous dirais ceci. Il faut travailler le sujet, il faut continuer de se documenter. Vous avez encore de temps, no stress. Mais le choix dépend de vous. Et vous allez devoir le faire à court terme. Est-ce que vous continuez à fonctionner avec des modèles rigides ou est-ce que vous décidez à passer à des modèles plus souples? À vous de jouer et n'hésitez pas à aller voir ce qu'on a fait sur OpenWAPI. Merci.